Et quand on parle de la Cour des comptes au Togo, tout le monde a les yeux fixés, rivés vers la Cour des comptes. Et la personne qui va nous présenter cette communication, en lisant son CV, à quelque part, j'ai eu peur. Parce qu'on dit dans son CV, il a participé, il est en charge de l'audit des comptes de l'État. C'est intéressant. Si on a une personne dans la salle, en la personne de M. Prosper Tchalou Pilzoué, le B, il va nous dire ce que c'est que le B point. Parce que c'est intéressant de découvrir le B point. Il est docteur en sciences de gestion, conseiller à la Cour des comptes depuis octobre 2010, affecté à la Chambre chargée du contrôle des comptes de l'État. Il est nommé par ordonnance du premier président, rapporteur pour l'élaboration du rapport sur l'exécution de la loi de finances. À ce titre, il a dirigé la production des règles de 2010 à 2020. Ce qui veut dire qu'il a travaillé même en temps de pandémie. Dans le domaine de la lutte contre la corruption, il a participé à la tête d'une équipe de la Cour des comptes à l'audit coopératif sur les flux financiers illicites, FFI, réalisé parallèlement par 13 institutions supérieures de contrôle, ISC, des finances publiques africaines, dans le cadre de la FOSAI entre 2015 et 2017. Le rapport du Togo est achevé en 2018. De même, sur le même thème de la corruption, le représentant de la Cour des comptes a dirigé l'équipe retenue pour participer à l'audit coopératif sur la performance du cadre institutionnel de lutte contre la corruption au Togo de 2018 à 2020. Le sujet retenu par le Togo est audit du cadre institutionnel de lutte contre la corruption au Togo, cadre du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique 2015-2019. Le rapport provisoire de cet audit est en attente d'adoption par la Cour que nous attendons de main ferme. Par ailleurs, le Dr Pilzoué a suivi la formation Building Institution to Fight Corruption in Africa, November 16 to 2020, moniteur organisé par le FMI avec African Training Institute. Donc il a préparé plusieurs ateliers, ITIE, Akara et des documentations. Voilà une personne avec un CV très lourd qui va nous entretenir par rapport à la Cour des comptes. S'il vous plaît, sous vos ovations, venons accueillir le docteur Prosper Pilzoué. Vous avez la parole. Merci l'EMC pour ta présentation trop élogieuse. J'ai préparé un petit slide pour présenter rapidement la Cour des comptes, parce que je crois que tout le monde ne connaît pas très bien la Cour des comptes et ses modalités de fonctionnement. Et ma foi, on peut souvent attendre beaucoup trop d'aide, surtout en matière de corruption, puisque comme c'est une institution supérieure de contrôle des finances publiques, comme le disent les textes, on s'attend qu'elle soit aussi une institution supérieure en matière de lutte contre la corruption. Mais ce n'est vraiment malheureusement pas le cas. Bon. Donc, vous voyez, attendez, monsieur, voilà. Vous voyez le siège là, c'est ce qui représente le siège de la Cour des comptes. Mais c'est un bâtiment de location qui se trouve sur le pavé de Forêt-Marie. Nous avons 3 bâtiments comme ça qui sont loués. Et
Voilà. Donc, ce n'est vraiment pas le cadre. Vous voyez que nous ne sommes pas gâtés. Ce n'est pas le cadre idéal pour travailler pour une grande institution comme voilà. Donc, actuellement, nous avons un terrain au niveau de la cité OIA en face de l'OTR. Ça fait au moins 5 ans. Tout ce qui est sur là, ce sont sur les cultures. C'est des lignes de futur. Bon, on a fait. Alors, l'histoire de la Cour des comptes. La reddition des comptes dans les pays de l'espace francophone tire sa source de l'article 15 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 en France, qui énonce que la société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration. Je crois que tout ce que nous discutons ici est tiré de là. Vous avez reçu un franc de l'État, vous devez justifier de son utilisation. Si vous l'avez bien utilisé, c'est bien. Si vous ne l'avez pas utilisé comme il se doit, c'est-à-dire que vous avez utilisé les 2000 francs pour votre poche personnelle et c'est le reste qui est allé pour financer le service public, vous tombez sous le coup de la corruption. Donc cette petite phrase découle beaucoup de choses. Alors au Togo, à la plupart des pays africains francophones, le contrôle de la reddition des comptes a été confié par les premières constitutions à la Chambre des comptes qui était intégrée dans les structures des cours suprêmes. Ça a été le cas pendant longtemps au Bénin, en Côte d'Ivoire, au Mali et au Burkina. Mais malheureusement, la Chambre des comptes du Togo n'a jamais fonctionné. Donc le problème de la reddition des comptes n'a jamais connu un début de traitement au Togo. Donc c'est seulement la Constitution du 14 octobre 1992 qui a prévu la création de la Cour des comptes. Donc, suite à cette constitution, une loi organique de 1998, suivie d'une autre de 2009, ont mis en place l'institution supérieure de contrôle des finances publiques du Togo. Mais malheureusement, il fallait attendre en 2000. La loi a été prise en 1998 et c'est seulement en 2009 que la Cour des comptes a été installée avec la nomination des premiers magistrats, leur prestation de serment et leur installation. Alors, quelles sont les attributions de cette Cour des comptes? Les principales attributions, c'est d'abord juger les comptes des comptables publics. C'est pour cela qu'on appelle les magistrats de la Cour des comptes les juges financiers. Ensuite, vérifier la régularité des recettes et des dépenses et s'assurer du bon emploi des crédits, fonds et valeurs gérés par les autres personnes morales de droit public. Alors, la bonne gestion, quand on parle de bonne gestion, il découle facilement le questionnement suivant: est-ce que les fonds ont été utilisés pour l'objectif qui était prévu? Est-ce que les fonds ont permis d'atteindre les résultats qu'on voulait atteindre? Alors, en nous posant un certain nombre de questions, on arrive à la conclusion, on peut arriver à la conclusion s'il y a une bonne utilisation ou pas des fonds. S'il n'y a pas une bonne utilisation des fonds, on glisse là vers des actes de corruption et des fractions assimilées. Donc,
Cela consiste à assurer la vérification de la gestion des comptes, tout simplement, ou bien de la gestion des entreprises publiques et organismes à participation financière publique. La Cour a un rôle très important d'assistance, de conseil envers le gouvernement et l'Assemblée nationale. Alors, elle peut également procéder à des études en matière de comptabilité et de finances publiques à la demande soit du gouvernement, soit du Parlement. Donc, disons que la Cour des comptes agit dans ce sens comme un consultant pour le gouvernement ou le Parlement. Alors, après cette première version de la Cour des comptes, il y a eu tout récemment, pour qui sont au courant, la deuxième version qui consiste en création des cours régionales des comptes. Cela a été fait suite à la modification constitutionnelle induite par la loi numéro 1903 du 15 mai 2019 qui prévoit les cours régionales des comptes qui sont chargés d'assurer dans leur ressort territorial le contrôle des comptes et la gestion des collectivités territoriales et leurs établissements publics. Sans doute que le législateur, le gouvernement, a été guidé par la nécessité d'accompagner le processus de décentralisation qui est effectif depuis quelques années déjà. Donc, les nouvelles fonctions, la Cour des comptes a vu aussi ses fonctions juridictionnelles améliorées, si bien que désormais les fonctions juridictionnelles de la Cour des comptes et des cours régionales des comptes en matière de discipline budgétaire et financière des ordonnateurs et des ordonnateurs délégués sont concernés, de même que les responsables de programme et les contrôleurs financiers et enfin les organes de gestion des marchés publics et des comptables publics. Les comptables publics, c'est vrai que ce n'est pas une nouvelle fonction, mais il y a une amélioration à ce niveau. Alors, il importe de signaler que ces deux devoirs supplémentaires qui ont été accordés à la Cour des comptes, celui de déclarer et d'appeler les gestions de fait, celui de sanctionner les fautes de gestion commises à l'égard de l'État, des collectivités locales et des organismes soumis à son contrôle, lui permettre d'agir réellement en matière de lutte contre la corruption et les infractions assimilées. Parce que, conformément à l'article 80 de la loi 2014 et disposition du nouveau code pénal qui prévoit la sanction d'un certain nombre d'infractions dans le cadre de la faute de gestion, la Cour désormais elle-même condamner les actes de faute de gestion commis par les ordonnateurs ou leurs préposés. Alors, l'article 80 de cette loi définit les actes susceptibles de constituer les fautes de gestion sanctionnables par la Cour des comptes. D'abord, la violation des règles relatives à l'exécution des recettes et des dépenses de l'État et des autres organismes publics. Je vais juste faire des citations parce que je peux rentrer dans les détails
cela ferait l'objet de tout un atelier. Ensuite, la violation des règles relatives à la gestion des biens appartenant à l'État et aux autres organismes publics. Nous avons réalisé un certain nombre de contrôles à travers les collectivités territoriales et nous avons tiré des conclusions, nous avons fait des observations, des constats très lourds concernant la gestion des biens publics. Voyez-vous, il a été constaté que dans certaines nouvelles communes, des terrains ont été donnés en paiement à des prestataires de services. Des paiements compensatoires en finances publiques, normalement, ça ne se fait pas. Et ça devrait normalement faire l'objet de sanctions, à condition que la discipline budgétaire puisse être exercée. Alors, l'approbation d'une donnée à une décision violant les règles visées au premier et deuxième tiré du présent article par les autorités chargées de la tutelle ou du contrôle des dits organismes. Le fait pour toute personne dans l'exercice de cette fonction d'octroyer ou de tenter d'octroyer à elle-même ou à autrui un avantage injustifié, pécuniaire ou en nature. Je crois que lorsque nous avons écouté le représentant de Apoussia tout à l'heure, définissant la corruption, il avait dit textuellement beaucoup plus imagé cette disposition de la loi de l'article 4. Quand on constate un tel fait, naturellement, on peut aller chercher les sanctions qui s'appliquent lorsqu'il y a détournement, lorsqu'il y a corruption. Enfin, le fait d'avoir entraîné la condamnation d'une personne morale ou de droit privé chargée de la gestion des services publics en raison de l'inexécution totale ou partielle ou de l'exécution tardive d'une décision de justice constitue également une faute de gestion sanctionnant par la Cour des comptes. De même, le fait d'avoir dans l'exercice de ces fonctions ou attributions, en méconnaissance de ses obligations, procurer ou tenter de procurer à autrui ou à soi-même, directement ou indirectement, un avantage injustifié, qu'il soit de nature pécuniaire ou en nature, entraînant un préjudice pour l'État ou tout autre organisme public, constitue une faute de gestion. Et quand on qualifie bien cette disposition de l'article 80, elle s'apparente à un cas de corruption également ou d'infraction assimilée. Alors, le fait d'avoir produit à l'appui ou à l'occasion des liquidations des dépenses de fausses certifications. Donc, lorsque les gestionnaires, les ordonnateurs, ils doivent certifier les dépenses ou bien les opérateurs qui ont exécuté des travaux obtiennent de fausses certifications ou produisent de fausses certifications, c'est une faute, c'est puni par la Cour des comptes au titre des fautes de gestion. Donc le marché que vous avez obtenu ou dont vous avez bénéficié et que vous avez exécuté avec du faux, le faux là peut se traduire par une
mauvaise ou une non-exécution du marché dont le fournisseur a bénéficié. Et indirectement, ce sont les finances de l'État qui vont souffrir parce que la personne a empoché de l'argent qu'il n'aurait pas dû recevoir. Alors, enfin, le fait d'avoir omis sciemment de souscrire les déclarations qui sont tenues de fournir aux administrations fiscales ou d'avoir fourni sciemment des déclarations illégales ou incomplètes constitue également des fautes de gestion. Alors, l'article 80 ci-dessus définit le régime des sanctions autres que disciplinaires relatives aux fautes de gestion énumérées à l'article 80 de la petite loi organique. Donc, ces autres sanctions sont définies par la loi. La loi qui va définir ces sanctions. Là, c'était pour présenter globalement la Cour des comptes et ses attributions. Alors, je vais maintenant vous... Ça, c'est fini, c'est la définition. Voir présenter brièvement les différents rapports dont nous avons parlé, parce qu'il s'agit de ces rapports qui présentent les travaux que la Cour des comptes a élaborés en matière de lutte contre la corruption. On va prendre le premier rapport, le rapport d'audit des flux financiers illicites. Voilà, donc vous mettez là-dessus, vous faites le truc. Contrôle qui clique. Contrôle tu mettais. Tu fais, tu cliques. Le patrimoine au Togo que nous avons réalisé. D'accord. Alors, je présente là brièvement le rapport sur l'audit du système de déclaration de patrimoine au Togo. C'est un rapport que nous avons élaboré et qui porte sur la période 92 à 2017. Et il a permis d'avoir des nouvelles informations relatives. Bon, ici, il y a les termes en matière de corruption, on ne va pas revenir là-dessus. Alors, l'audit coopératif des flux financiers illicites est un audit réalisé parallèlement par TRED, ISC, comme on le disait. Alors, il est basé sur le rapport Thabo-Mbeki, dont beaucoup ont parlé récemment. Alors, l'objectif général de l'audit, de cet audit, est d'évaluer la mise en œuvre et la conformité du système de déclaration de patrimoine aux dispositions de la Convention des Nations Unies contre la corruption et celle de l'Union africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption, ratifiée respectivement par les lois 2005-007 du 18 mai 2005 et numéro 2009-006 du 4 mai 2009. Alors, les principales constatations de cet audit se présentent comme suite. Le principe de déclaration du patrimoine est constitutionnellement consacré au Togo depuis 1992. Bon, ce que je dis là, tous ces constats, ils ont été faits à plusieurs reprises plus tard avec Haplousia et les autres organes qui interviennent en matière de lutte contre la corruption. Donc, le Togo a vite intégré à ces deux conventions principales en matière de lutte contre la corruption. Alors, les constats qui ont été faits, donc, naturellement, pour le Togo
c'est que le Togo, après avoir signé ces deux conventions, ne les a pas tout de suite mis en œuvre. Tous les agents publics ne sont pas obligés, le constat qui avait été fait depuis 2018, tous les agents publics ne sont pas obligés de procéder à la déclaration de leur patrimoine, mais ceux intervenant dans le processus de la passation des marchés publics et ceux des régies financières étaient tenus de faire la déclaration de leur patrimoine, eu égard à l'importance du risque de corruption accrue dans ces deux secteurs. Dans ce sens que le décret 2009-097 par 297 du 30 juin 2019 a été pris. Donc l'OTR a mis en place un code de conduite de procédure disciplinaire au sein de son institution. Alors, et il élargit, ce code élargit non seulement le champ d'application de la déclaration de patrimoine par les agents publics, mais permet également de disposer des données susceptibles de servir de base à l'analyse de la conformité par rapport aux deux conventions. Bon, cependant, la déclaration de patrimoine comme outil de transparence et de lutte contre la corruption n'a pratiquement pas démarré au Togo. En fait, force est de constater qu'en 2017, soit 25 ans après l'adoption de la Constitution, ayant consacré la déclaration de patrimoine, le système de déclaration de patrimoine actuel est très limité. Bon, cette situation que nous avions décrite en 2017, nous sommes aujourd'hui en 2022, elle n'a pas fondamentalement changé. Parce que finalement, on ne sait pas qui s'occupe de la déclaration de patrimoine. Dans un premier temps, on avait confié cette attribution à la Cour des comptes. Mais très vite, les textes n'ont fait que changer et on se retrouve actuellement avec le médiateur de la République qui doit recevoir les déclarations de patrimoine. Mais rien n'est fait. Jusqu'à ce jour, on est encore au statu quo. C'est pour dire là qu'il y a à mettre en place des mesures fortes pour lutter contre la corruption, pour prévenir la corruption et les infractions issues de ces constats que j'ai résumés rapidement. La Cour des comptes a recommandé, enfin l'équipe de l'État a recommandé d'adopter un cadre législatif, institutionnel ou réglementaire pour gérer les déclarations des actifs et intérêts conformément aux principales dispositions issues des deux conventions internationales qui ont fait l'objet d'audit. Ensuite, d'adopter la loi organisant la déclaration de patrimoine conformément à l'article 2 de l'article 145 de la Constitution et aux deux conventions ci-dessus, notamment en précisant dans les futurs textes en ce qui concerne la gestion des déclarations de patrimoine, la création et l'opérationnalisation d'une entité autonome chargée de la gestion des déclarations de patrimoine conformément aux deux conventions ratifiées par le Togo. Deuxièmement, prévoir des mécanismes efficaces de traitement de l'information dans le cadre de la nouvelle structure à mettre en place et mentionner ci-dessus. Quatrième recommandation, mettre en place des entités autonomes chargées de la gestion des déclarations de patrimoine et d'intérêt qui ont un mandat clair, une autonomie complète et un niveau d'indépendance élevé et qui exercent efficacement leurs fonctions, ce conformément aux principales dispositions de ces deux conventions. Enfin, en ce qui concerne l'amour des comptes, il faut adopter les dispositions réglementaires et pratiques pour rendre effective la déclaration de patrimoine des membres des commissions visées. Bon,
ceci n'est plus à jour puisqu'on a confié ces attributions à un organisme qui malheureusement n'est pas encore effectif, n'est pas encore opérationnel sur tous les plans. Presque nous tous, je crois que ici, les organismes de contrôle, nous sommes point focaux au niveau du médiateur de la République pour la mise en œuvre de ces dispositions. Alors, également, il faut compter la lacune constatée au niveau des décrets 2009-295 et 2009-295 en ce qui concerne les principaux responsables qui sont épargnés par l'obligation de déclaration de leur patrimoine. Enfin, on recommandait au gouvernement de faire de ce rapport un outil de plaidoyer pour la mise en œuvre du point 16 des objectifs de développement durable pour le développement. Nous savions, disons que nous avions été un peu précurseurs en la matière, mais malheureusement, ça n'a pas été. C'est maintenant que nous en parlons, quand on parle de l'ODD 16, c'est maintenant que les organismes internationaux, sous la pression des organismes internationaux, des audits, des contrôles sont menés dans ce domaine. Je disais que c'est avec l'Institut de développement des institutions supérieures de contrôle des finances publiques que nous avons réalisé ces produits. Vous pouvez montrer. Sommaire. Bon, ok, on peut lire simplement le sommaire exécutif et nous arrêter là. Bien. Alors, bon, il y a eu un processus de sélection des candidats pour participer à l'audit du cadre institutionnel de lutte contre la corruption. Donc, tenant compte de la nécessité de la transition générationnelle, un magistrat confirmé a été retenu en la personne de votre serviteur et un jeune assistant de vérification a été également choisi pour que lorsque les espèces rares en voie de disparition, comme nous aurons disparu, le jeune qui est là puisse prendre la relève et que ce travail ne soit pas perdu. L'objectif du programme était d'accroître l'efficacité des institutions supérieures de contrôle des finances publiques, membres du CREFIAP, en matière de lutte contre la corruption sur la période de 2017 à 2020, ceux qui disposaient d'informations. Dans ce cadre, le Togo a, après avoir fait les travaux de planification, retenu le thème de l'efficacité du mécanisme de prévention de la corruption dans les unités de prestation de soins aux militaires de la santé et de l'hygiène publique sur la période 2015 à 2019. Cela a amené l'équipe d'audit à sillonner un certain nombre de centres de santé, de centres de soins, des centres de santé, de Lomé jusqu'à Dapaon, pour pouvoir faire des constats pertinents, pour pouvoir examiner la réalité. Donc, alors, l'audit a été mené sur la base de 3 lignes d'enquête et il a permis de conclure qu'en ce qui concerne la première ligne d'enquête qui visait au plan national, si au plan national il existait une politique, une stratégie de lutte contre la corruption des infractions assimilées dans le domaine, dans le secteur de la santé. La conclusion était qu'il n'existait pas à proprement parler
il y a quand même des dispositions qui sont prises par certains centres pour lutter contre la corruption. Le cadre national de lutte contre la corruption mis en place par le Togo n'est ni en cohérence avec la Convention des Nations Unies, ni la Convention de l'UA contre la corruption et les infractions assimilées, au moins dans le domaine de la santé. De même, il n'existe pas de loi cadre anticorruption conforme à ces deux conventions en la matière promulguée par le Togo. Par ailleurs, les organes chargés de lutter contre la corruption, Haplousia, Cour des comptes, CENTIF, IGF sont confrontés à l'insuffisance des ressources humaines, financières et matérielles et à l'absence d'un contrôle interne efficace. Il en découle que ces organes sont peu efficaces dans leur mission de lutte contre la corruption. Ça, c'est la conclusion que nous avions tirée en 2019. Les choses ont beaucoup évolué, au moins pour certains organismes, parce que de par les exposés que nous avons écoutés ce matin, vous voyez que les lignes bougent au niveau de Haplousia, les lignes bougent au niveau de CENTIF. Nous l'avons remarqué, c'est heureux que ce soit ainsi. Mais pour d'autres organismes, pour d'autres institutions de contrôle, elles s'enlisent plutôt. Vous vous rendez compte, le cas de la Cour des comptes, nous n'avons pas beaucoup évolué, c'est plus compliqué encore pour nous. Alors, la deuxième ligne d'enquête portait sur l'aspect sectoriel du sujet. Elle met en lumière l'absence d'un cadre institutionnel, législatif et réglementaire régissant le ministère de la Santé en matière de lutte contre la corruption. Et bon, c'est pas moi qui vais vous le dire. Vous visitez les centres de santé. Quand vous allez dans un centre de santé, vous n'avez pas de l'argent, vous avez amené un blessé, vous êtes sûr que le blessé va saigner là-bas jusqu'à mourir. De même, les rançons ne sont pas rares dans ces centres de santé, c'est plutôt la règle spécifique au secteur de la santé déboucherait sur l'absence a débouché sur l'efficacité des mécanismes mis en place pour assurer des prestations de services de santé analysées sous l'angle du risque de corruption et d'infraction assimilée. Enfin, troisième ligne d'enquête, cette ligne consistait à s'assurer que les mécanismes mis en place dans les structures sanitaires leur permettaient de fournir efficacement leurs prestations à l'abri des actes de corruption et d'infractions assimilées. Vous dites, ami Adrien, le fait que malgré les mesures d'incitation adoptées, en plus de la grille de salaire des fonctionnaires, régime d'indemnité et de primes spéciales accordées en tenant compte des contraintes, des astreintes et des risques particuliers de ce secteur, certains agents de la santé adoptaient des fois des attitudes qui ne sont pas conformes à l'éthique du fonctionnaire, comme les extorsions de fonds, les ventes parallèles de médicaments et l'absentéisme malgré les conditions acceptables créées par l'État pour leur permettre d'assurer convenablement leur mission de service public. La Haute Autorité pour la prévention de lutte contre la corruption et les infractions assimilées devrait accorder une attention particulière au secteur de la santé lors de l'élaboration de la politique et de la stratégie de lutte contre la corruption et envisager des actions rigoureuses de sensibilisation à l'endroit du secteur de la santé dans les grandes actions qui en découleraient. Ça, je faisais ça ressemble à une prédiction, et cette recommandation ressemble à une prédiction puisque Haplousia
dans le plan stratégique qui vient d'être adopté, prévoit tout cela. Bon, les aspects techniques de les côtés techniques de notre audit, qui n'avait pas permis à la Cour des comptes de certifier. Nous n'avons pas pu le certifier parce que nous n'avons pas disposé de toute la documentation nécessaire pour pouvoir émettre une opinion d'assurance, ne serait-ce que limitée. Je crois que c'est ce rapport aussi qui a révélé plus tard qu'il y avait quand même de gros problèmes. Donc, heureusement pour nous, parce que si on s'était précipité pour certifier, nous ne serions pas la suite, on aurait eu l'air bien malin parce que nous n'avions pas pu examiner des aspects fondamentaux, des aspects qui devraient permettre de nous prononcer, mais on se serait prononcé trop rapidement. Donc là, les détails, ce n'est pas la peine. Peut-être qu'en lisant, si vous le téléchargez, vous le lisez, vous verrez, je suis sûr que nous avons parlé des aspects qui ne nous ont pas permis de certifier. Bon, le 2011, il est beaucoup plus complet. Alors, sur le rapport 2019, nous avons fait une première et il nous a été demandé des travaux d'audit complémentaires pour que il y a le conciliateur et le validateur. Voilà, avec le conciliateur, ça s'était bien passé apparemment, mais quand le validateur est arrivé, il a trouvé que nous n'avions pas. Il voulait des preuves supplémentaires. C'était en 2013. 475. C'était en 2013. 475. C'est en 2013. 475. Oui, C'est le nom du validateur. Ah, validateur, ok, tout à fait. Donc, c'était en 2013. voilà, on a dû faire des travaux supplémentaires. Donc, le rapport est dans le document que vous pouvez télécharger et regarder au niveau de la Cour des comptes. Bon, je n'ai pas fait du coq à l'âne, mais il y avait tellement de choses à dire que j'ai essayé de résumer comme je pouvais. Cela étant, lorsque ce sera au moment de donner des informations supplémentaires, je suis disponible, je suis avec vous ici, je ne partirai pas avant la fin. Je vous remercie. Nous disons merci pour notre Dieu.